Le prix Nobel a honoré donc Paul Milgrom et puis Bob Wilson pour leurs travaux pour Improvement to Auction Theory and Inventions of New Auction Format. Donc, je pense que ces deux lauréats auraient pu gagner pour bien d'autres choses, pour l'ensemble de leur œuvre. J'ai sorti ici les saisies d'écran de leur page Google Scholar. Alors, vous voyez, il y a beaucoup, évidemment, ça c'est juste seulement la première page. Et puis, parmi l'ensemble des choses qu'ils ont faites, donc leur contribution à la théorie des enchères, c'est un des éléments donc, qui aurait pu être honoré pour l'ensemble de leur œuvre. Précisons notamment que Bob Wilson a été le directeur de thèse de maintenant 3 lauréats du prix Nobel. Donc, quand même une contribution intéressante à la science économique. Parmi certains des papiers, j'ai mes petits favoris. Un papier de Milgrom avec Robert Weber sur Theory of Auctions and Competitive Bidding, dont je vais parler un petit peu plus tard. C'est quand même un papier assez marquant. Puis du côté de Bob Wilson, j'aimerais juste souligner Sequential Equilibra, qui est une représentation, enfin, une définition d'un concept d'équilibre en théorie des jeux, qui est peut-être la version la plus achevée des notions d'équilibre pour des jeux dynamiques avec information incomplète. Donc, c'est quand même des contributions importantes à la science économique, mais le prix Nobel a choisi, enfin, le comité Nobel a choisi de souligner leur contribution à la théorie des enchères, et c'est de ça dont je vais parler avec vous aujourd'hui. Alors, juste pour souligner ici un papier qui date quand même de très longtemps, de 1967, Bob Wilson qui va s'intéresser à comment on peut participer aux enchères en exploitant un peu la théorie des jeux. Il faut juste comprendre que dans les années 50, début des années 60, la théorie des jeux est très, très peu utilisée en économique. C'est quelque chose d'intéressant d'un point de vue intellectuel, mathématique, etc. Mais il n'y a pas vraiment des utilisations qui ont transformé notre compréhension. Et là, à partir des années 60, 70, là, il y a des applications qui sont faites, et notamment dans la théorie des enchères. Donc, la théorie des enchères, c'est une application de la théorie des jeux qui va s'avérer à être quelque chose de quand même assez intéressant. Puis Bob Wilson y contribue là, très, très tôt, là, dès 1967. Alors, pour la plupart d'entre vous, les enchères, c'est un peu l'image qu'il y a ici. C'est ce qui se passe chez Christie's, les enchères des tableaux, des choses comme ça. Ça reste quand même un phénomène qui est largement utilisé pour un grand nombre d'interactions économiques. Certains exemples, les AdWords sur Google, évidemment, vous connaissez eBay, mais vous avez les bons du Trésor qui sont vendus sur enchères, les marchés financiers, ce sont des enchères doubles avec acheteurs et vendeurs. Vous avez évidemment tous les appels d'offres qui sont en fait des mécanismes d'enchères qui sont utilisés pour acheter des biens, plutôt qu'en vendre, mais c'est quand même des mécanismes d'enchères. Donc, ce sont des institutions économiques qui sont importantes et qui vaut la peine d'étudier quand on est un économiste. Bon. Pour moi, évidemment, les enchères, ben, c'est un petit peu quelque chose comme ça. Donc, c'est l'utilisation des mathématiques, de la théorie microéconomique pour comprendre le comportement, pour prédire, développer des théories de comportement dans ces situations-là. Et donc, la théorie des enchères, c'est quelque chose qui va émerger à la fin des années 70, beaucoup au début des années 80, et qui va être ensuite exploité pour faire des recommandations sérieuses sur certaines de nos institutions économiques. Alors, je vais commencer par un peu le début. Je vais vous présenter un petit peu la théorie des enchères ou certains des éléments de départ. Et on va commencer à discuter ou présenter là, 4 différents types d'enchères. Donc, l'enchère en anglais, c'est une enchère ascendante qui est utilisée notamment chez Christie's. Là. Donc, les gens lèvent la main, puis au fur et à mesure, les gens surenchérit jusqu'à ce que personne ne veut surenchérir sur le leader, et c'est lui qui va obtenir
L'enchère hollandaise, c'est l'enchère descendante. Vous avez une image ici. C'est l'enchère descendante, donc le prix descend, puis le premier qui pèse sur le bouton, c'est lui qui l'a au prix où il a pesé sur le bouton. Et puis vous avez des enchères à enveloppe fermée. L'enchère du premier prix, donc la personne qui mise le prix le plus élevé obtient le bien au prix qu'il a misé. Et l'enchère au second prix, bien, celui qui a misé le plus obtient le bien au second prix le plus élevé. Alors, vous avez des exemples comme ça dans chez eBay, c'est l'enchère du second prix qui est utilisée. Les appels d'offres, c'est généralement l'enchère du premier prix. Évidemment, là, c'est le prix le plus bas pour obtenir le contrat. Alors, premier résultat qu'on va obtenir au début des années 60 par William Vickrey, aussi un prix Nobel d'économie. C'est un résultat qui est assez intéressant, assez surprenant, mais assez intéressant. Sous certaines hypothèses, les 4 enchères que je vous ai présentées vont générer la même utilité et le même revenu pour les participants. Alors, même revenu pour le vendeur et la même utilité pour les participants. Évidemment, c'est sous certaines hypothèses, donc valeur privée identiquement distribuée, on va y revenir, neutralité au risque et puis le même prix de réserve. Alors, on a ici un résultat qui est très similaire à beaucoup d'autres résultats qu'on a en sciences économiques. Sous les hypothèses simples, les institutions ont peu ou pas d'impact. Donc, on pense par exemple au théorème de Coase qui dit que sous certaines conditions, l'allocation des droits de propriété est moins importante. Évidemment, on présume que les marchés existent et qu'ils sont capables d'internaliser l'ensemble des externalités qui existent dans l'économie. Alors, c'est sûr qu'avec l'évolution, on va s'attaquer à ces hypothèses-là, et on va découvrir que non, ces institutions ne sont pas équivalentes. Mais avant d'y aller là, je vais quand même me permettre 2-3 transparents avec quelques mathématiques, si vous me permettez. Mais avant, on va regarder ici l'enchère du second prix. L'enchère du second prix ou l'enchère de Vickrey est quand même assez intéressante puisque les gens ne paient pas leur mise, ils vont payer la mise du second prix le plus élevé. Dans ce contexte-là, la stratégie est assez simple et en fait, c'est ce qu'on explique à tout le monde qui participe, par exemple, aux enchères pour les AdWords chez Google ou sur eBay. C'est un peu le mécanisme qui est utilisé. Alors, imaginons que votre volonté à payer, c'est V, puis ça augmente de gauche à droite, et que vous misez W, okay? Plus bas que la valeur maximale que vous attribuez au produit. Si le second prix est inférieur à W, vous gagnez, vous payez S. C'est excellent, pas de problème. Maintenant, si le second prix est entre W et V, vous n'êtes pas celui qui mise le plus, et donc vous allez perdre l'opportunité d'acheter le bien à un prix qui est inférieur à votre valeur. Et donc, il serait préférable de miser exactement votre valeur dans cette situation-là. On peut faire l'argument inverse. Vous n'avez pas intérêt à miser plus que ce que vous êtes prêt à payer. Évidemment, si le second prix est plus élevé que ce que vous misez, vous n'avez pas le bien. Hein? Ça ne fait pas de différence. Mais si le second prix se trouve entre W et votre volonté à payer, vous allez devoir payer un prix plus cher que ce que ça vaut pour vous. Alors encore là, la meilleure stratégie, c'est de miser votre valeur. Alors, ça devient un petit peu la situation étalon, si vous voulez, là, cette enchère du second prix. Et ce que Vickrey va faire, essentiellement, c'est qu'il va essayer de comparer les autres mécanismes, les 4 mécanismes que je vous ai présentés, ou les 3 autres mécanismes que je vous ai présentés, montrer que, dans le fond, les autres sont à peu près équivalentes à ce mécanisme-là. Alors, je vais me permettre un petit peu de mathématiques, si vous me permettez. Alors, appelons V de S la distribution de la seconde mise ou la valeur d'un des participants. Okay, donc, la distribution des valeurs privées, donc ce que chaque participant est prêt à miser. Bien, à ce moment-là, si je mets l'exposant N-1, c'est la probabilité que tous les autres aient une valeur inférieure
inférieur à S. Tous les autres ont une valeur inférieure à S. Voici la probabilité que ceci arrive. Et donc, voilà. Et bon, donc, à ce moment-là, si je prends cette distribution-là et je calcule l'espérance ici de mon gain, qui est V moins cette deuxième valeur la plus élevée, conditionnelle au fait qu'elle est inférieure à ce que je mise, W. Donc, ceci me donne l'espérance de gain d'un participant avec une valeur V qui miserait W. Alors, la mathématique est assez simple. On a toujours intérêt à mettre W égale à V. Alors, si maintenant on regarde la stratégie optimale pour l'enchère du premier prix, bien, je vous propose ici un candidat là, qui est B de F, qui est la fonction de mise pour une enchère du premier prix. Et là, on utilise ici le concept d'équilibre stratégique, c'est-à-dire que... J'ai perdu vos diapos. Monsieur Robert, excusez-moi de vous interrompre. On a perdu la présentation. Vous avez perdu la présentation. Merci de me le dire. Je vais donc, à l'instant, recommencer. Vous l'avez perdu il y a longtemps? Non, ça vient juste d'arriver. Pourtant, les mathématiques étaient encore tolérables. C'est bon. Il n'y avait pas une ampleur. Ah, c'est de retour. OK. Donc, j'étais rendu là, c'est bon? Oui. OK, merci. Il y a toujours des glitches dans cet environnement-ci. Alors, allons-y. Eh bien, j'arrive avec quelque chose peut-être d'un petit peu plus compliqué ici, mais je regarde l'équilibre stratégique d'une enchère de premier prix. Donc, les gens misent quelque chose en fonction de leur volonté à payer. Et on présumait que la fonction B de F, c'est cette fonction de mise qui est optimale, qui est la fonction d'équilibre de cet équilibre stratégique, c'est-à-dire que chaque participant a intérêt à miser B de V si sa valeur est V, si tous les autres font la même chose. Alors, un candidat, c'est la fonction B de V qui satisfait l'équation qui est ici. Donc, en fait, puis là, je vais vous donner l'interprétation de ceci, mais sachez que du côté droit de l'équation, mais c'est ce que quelqu'un gagnerait dans une enchère du second prix à miser W. Okay? Puis notez ici que comme il y a les hypothèses que j'ai de neutralité au risque, il y a séparabilité, je peux effacer les deux côtés de l'équation, l'expression V, ce qui fait que j'ai bien une fonction B de F de W qui dépend uniquement de W et les distributions, la distribution F et du nombre de participants dans cette enchère. Et donc, je peux montrer en fait que l'espérance de gain dans l'enchère du premier prix pour quelqu'un avec une valeur V va être à l'équivalent de l'espérance de gain dans une enchère du second prix pour le même participant. Et la partie du haut est inférieure à la partie du bas. Et donc, c'est bien un équilibre. Donc, ce qu'on a ici, c'est l'espérance de gain est équivalente pour un participant dans une enchère du premier prix versus une enchère du second prix. Comme l'allocation est optimale parce que la fonction B de F est monotone en V, mais c'est celui qui a plus de valeur pour le bien qui va remporter. Donc, il y a une efficacité de ce mécanisme-là. C'est un mécanisme de marché qui est efficace, qui va générer globalement les mêmes rentes pour tout le monde et les mêmes rentes pour le vendeur et l'acheteur. Alors, évidemment, ici, j'ai des hypothèses que j'ai dû postuler pour arriver à ce résultat, notamment la neutralité au risque, mais aussi beaucoup d'autres choses. Et à partir du moment qu'on va s'intéresser à changer ces hypothèses-là, on va avoir des résultats qui sont très différents. Et on va beaucoup apprendre, en fait, sur la valeur relative des différentes institutions d'enchères ou mécanismes d'enchères. Alors, je vais essayer et là, je vous promets, plus de mathématiques. Là, je vais essayer de vous expliquer un petit peu là, comment on s'est intéressé à étendre, en fait, le premier résultat, le résultat que je vous ai présenté. Alors, un premier concept, c'est le concept de valeur affiliée et de valeur commune. Donc, le bien qui est en vente, est-ce que chacun a une valeur privée qui lui est propre et qui ne dépend pas de la valeur privée des autres?
Donc, si par exemple, vous vendez un tableau, bien, vraiment, tous les goûts sont dans la nature. Le plaisir que vous avez à avoir un tableau en particulier dans votre salon est très privé, peut varier d'une personne à l'autre. L'enjeu, c'est qu'éventuellement, vous allez peut-être réfléchir à la valeur de revente de ce tableau-là. Et là, la valeur de revente va vraiment dépendre de ce que les autres pensent de ce tableau-là, de la valeur intrinsèque artistique, appelez ça comme vous voulez, que les gens accordent à ce tableau-là. Et donc, il y a à la fois une valeur privée dans cet exemple-ci et une valeur commune, c'est-à-dire la valeur de revente là, dans 15, 20 ans ou 50 ans, quand vos enfants ou petits-enfants vont vouloir revendre sur le marché ce tableau. Donc, il y a cet élément-là ici que la valeur n'est pas vraiment quelque chose de privé. Un autre exemple, différent évidemment de celui qui est présenté ici, c'est les droits de forage. Et c'est un sujet qui a été beaucoup étudié dans les années 80, notamment, pour avoir le droit de forer sur un lot particulier. Prenons par exemple le golfe du Mexique. Bien, la valeur de ce droit-là dépend de la quantité de pétrole qu'il y a sous la couche d'eau et aussi le prix futur du pétrole, etc. Donc, on voit bien ici que c'est vraiment une valeur commune. Il y a une valeur économique commune. Les gens n'achètent pas les droits de pétrole juste pour le plaisir de mettre ça dans son salon. C'est parce qu'il y a une valeur économique qui est associée. Alors là, ici, il y a une valeur commune, mais et ça c'est important, chacun peut avoir une information différente quant à la valeur de ce qui est mis aux enchères. Et là, va arriver donc tout un effort de modélisation de ce que signifie cette valeur affiliée. Donc, un exemple très rapide. Donc, la valeur que vous attribuez, V de I, elle peut dépendre de l'information que vous avez, mais aussi de l'information des autres. Or, l'information des autres est inconnue, vous êtes inconnu, mais vous pouvez avoir une distribution sur la valeur, l'information des autres en fonction de la valeur des informations que vous détenez. Et ça peut être très asymétrique. Quelqu'un peut avoir un lot à côté de celui qui est mis aux enchères. Comme il est à côté, j'ai peut-être plus d'informations parce que j'ai fait plus de sondages ou de forage sur le petit lot qui m'appartient. Et donc, j'ai peut-être de l'information privilégiée sur ce qui se passe sur le lot qui est mis aux enchères. Et ça fait partie, donc, de cette asymétrie-là, de cette réalité-là qui est importante, dont on doit tenir compte. Les informations que les gens ont sur la valeur intrinsèque des produits qui sont à vendre. Donc, je poursuis. Je vois qu'il n'y a toujours pas de questions, mais gênez-vous pas si vous voulez intervenir avec une question. Donc, un des éléments qui est connu un peu dans la littérature, c'est ce qu'on appelle la malédiction du gagnant. Donc, la malédiction du gagnant, c'est quoi? S'il y a une valeur intrinsèque au bien ou une partie de valeur commune, et que chacun a une information différente sur cette valeur intrinsèque, peut-être que vous allez gagner cette enchère-là parce que vous avez une conception erronée de la valeur de ce bien. Vous pensez en fait que ce bien-là vaut beaucoup plus que ce qu'il vaut en réalité. Et assurément, vous pensez peut-être que ce bien-là vaut beaucoup plus que ce que tous les autres ont. Et c'est pour ça que vous allez finir par gagner l'enchère. Donc, si vous gagnez l'enchère, vous devez tenir compte, dans le fond, vous devez remettre à jour vos anticipations, vous tenez compte que, dans le fond, tous les autres ont une évaluation plus pessimiste que la vôtre quant à la valeur réelle du bien. Et ça devrait vous amener à ramener à la baisse vos attentes sur ce que ça vaut. Alors, si vous n'avez pas pris en compte cet élément-là au moment de faire la mise, vous allez vous retrouver avec un gain, dans le fond, qui vaut beaucoup moins que ce que vous pensiez au départ. Et dans un environnement d'argent rationnel, stratégique, ça va se refléter dans la mise des gens. S'il y a de l'incertitude, les gens vont avoir tendance à se retenir un tout petit peu. Alors, on arrive donc à un des papiers que je vous ai mentionné au tout début, le papier de Milgram Weber, A Theory of Auctions and Competitive Bidding. Notez tout de suite que le titre est
comment je pourrais dire, assez ambitieux, et le papier est très ambitieux. Il va y avoir à peu près 22 théorèmes dans ce papier-là. J'en ai copié quelques-uns. Et puis, essentiellement, l'enchère en anglaise, plus ouverte, va être préférable à l'enchère du second prix, qui, elle, va être préférable à l'enchère du premier prix. Puis, essentiellement, je n'irai pas dans les mathématiques, essentiellement, deux idées fondamentales. Donc, deux idées fondamentales que j'aimerais vous communiquer ici, qui sont importantes, et qui découlent, en fait, de l'analyse théorique de ces jeux où il peut y avoir de l'information asymétrique ou différente d'un participant à l'autre. Alors, l'idée de base, c'est que plus il y a d'informations communiquées par le vendeur ou par le mécanisme de marché, donc les mécanismes de marché permettent de générer de l'information, donc plus il y a de l'information communiquée par le vendeur ou le mécanisme de marché, plus le prix espéré de la vente sera élevé. Alors ça, c'est un résultat qui est intéressant. Les institutions ne sont pas tous pareilles, selon les contextes. Alors, si je peux vous offrir une explication, essentiellement, une enchère, c'est un mécanisme. Il y a un truc en théorie économique qui s'appelle le design de mécanisme, où un principal essaye d'extraire des rentes d'une situation où il ne possède pas toute l'information. De manière générale, l'utilité des participants va dépendre de leur rente informationnelle. Donc, s'ils ont l'information qui est très optimiste sur la valeur des biens, ils vont pouvoir éventuellement tirer des rentes de cette information-là que le principal, ici l'encanteur, ne peut pas extraire. Et l'information partagée par le mécanisme réduit les rentes de ces participants, ce qui évidemment en laisse plus pour le vendeur. Donc, le vendeur a intérêt à forcer les participants à partager l'information qu'ils possèdent, et ça va contribuer à réduire leur rente et favoriser ici le vendeur. Alors, je continue s'il n'y a pas de questions. Donc, par exemple, un mécanisme qui génère beaucoup d'informations. Alors ici, c'est une enchère ascendante, donc le prix monte, et on va imaginer qu'elle est cadencée, c'est-à-dire qu'à chaque ronde, le prix monte d'un incrément, et on demande aux gens de nous dire est-ce que vous restez ou pas dans le mécanisme d'enchère. Alors, au fur et à mesure que le prix monte, le prix devient trop élevé pour un certain nombre de participants. Et là, eux autres, ils se retirent. Donc, open exit, pour prendre un terme latin. Ils vont se retirer. Et ça, c'est su de tous les participants. Donc, ici, le prix monte au fur et à mesure. Au début, on en avait 6, ensuite 4, ensuite 3, ensuite 2. Et puis, le jour où le deuxième se retire, l'enchère s'arrête et nous avons établi le gagnant. Donc, ce mécanisme-là, en fait, c'est un mécanisme qui va révéler le maximum d'informations, puisqu'on ne peut inférer du moment où chacun sort, en fait, l'information détenue par chacun de ses participants. Alors, ça, c'est un mécanisme d'enchère qui génère beaucoup d'informations. Et, donc, selon les résultats de William-Weber, c'est celui qui va générer le maximum de rente pour le participant, qui va réduire la rente informationnelle des participants et augmenter la rente de l'enchérisseur. Maintenant, ce résultat est intéressant, puis en fait, cette logique-là est observée de différentes manières. On se rend compte en fait qu'effectivement, les participants qui ont de l'information cherchent à la cacher. Alors, il y a un papier notamment, en fait, il y a une série de papiers qui regardent les enchères sur eBay et le comportement des participants sur eBay. Donc, eBay qui est une plateforme de mise aux enchères. La règle essentiellement, c'est que vous avez une heure de tombée, les gens déposent des mises et c'est le second prix qui est le prix qui devra payer le gagnant. Alors, ce qu'on va remarquer beaucoup sur ce marché-là, c'est que beaucoup de participants, contrairement à toutes les indications qui sont faites sur le site de eBay, beaucoup de participants vont attendre vraiment à la dernière minute pour pouvoir, ou sinon la dernière seconde, pour pouvoir déposer leur mise. Alors, et l'explication,
qui sort des comportements des agents ici, c'est que c'est les agents les mieux informés, les spécialistes, qui vont en fait attendre à la dernière minute avant de soumissionner pour cacher l'information, hide behind the bushes. Et donc, dans le fond, cette possibilité-là, donc cette possibilité de pouvoir miser à la dernière minute ou la dernière seconde, va permettre d'attirer sur le marché des acheteurs spécialisés. Si j'ai le temps, je pourrais parler un petit peu des travaux que nous, on a faits au Cyrano. On a travaillé notamment avec le Conseil du Trésor du Québec pour démontrer, en fait, certains de ces résultats-là, que, évidemment, les enchères cadencées que je vous ai présentées génèrent plus d'informations, garantissent, en fait, une meilleure efficacité dans l'allocation des ressources, potentiellement des prix en moyenne plus intéressants pour l'acheteur. Et pour exactement les raisons qui sont ici, ben, les soumissionnaires du gouvernement du Québec préfèrent beaucoup avoir des mécanismes ou moins d'informations communiquées dans le processus. Et donc, ces mécanismes d'enchères-là, qui sont plus efficaces, sont typiquement pas retenus parce que ce n'est pas à l'avantage des soumissionnaires. On en reparlera peut-être, si on a le temps, à la fin de cette séance. Donc, vous voyez tout de suite que la théorie des enchères a contribué à mieux comprendre ces mécanismes-là, et notamment là, comment l'information joue un rôle important. Et là, je vais vous parler maintenant d'un autre problème, celui des enchères multiproduits. Puis j'ai remis ici le dessin des droits de forage parce que vous avez ici une carte du golfe du Mexique, et puis vous avez toute une série de lots, et le droit de forer sur chacun de ces lots-là est historiquement mis aux enchères. Puis le problème, c'est comment on met aux enchères ces droits de forage. Alors, est-ce qu'on y va de manière séquentielle? Il y a des complémentarités potentiellement entre certains lots ou de la susceptibilité. Je ne peux pas mettre des stations de forage partout. Est-ce qu'on vend les lots simultanément? Mais là, ça peut être compliqué. Est-ce que j'y vends un après l'autre? Si j'y vends un après l'autre, ben, il y a des risques plus élevés au début versus à la fin. Il y a aussi plus de facilité de collusion dans un truc qui est séquentiel. Puis, est-ce qu'on fait des enveloppes, des enchères ouvertes, comme j'ai présenté ici, ou des enchères fermées? Fait que tout ça, il y a des réflexions qui ont été apportées là-dessus. Et la solution, en fait, à ce problème-là n'a pas nécessairement été implantée d'abord dans le contexte des droits de forage, mais a été implantée dans un autre contexte. C'est celui des enchères de bande de fréquence cellulaire. Alors là, il y a quelque chose de vraiment intéressant qui se passe. Le Federal Communication Commission, en 1994, décide que les bandes de fréquences pour le cellulaire, qui est vraiment quelque chose de nouveau là, qui commence à apparaître, c'est avant les téléphones intelligents, mais là, tout d'un coup, là, on sent qu'il y a une industrie importante qui va émerger. Il y a des bandes de fréquences qui peuvent être utilisées. Les bandes de fréquences, historiquement, ont été distribuées gratuitement aux opérateurs. Donc, les opérateurs déposaient des dossiers, puis ils se faisaient allouer ou pas. Puis, à un moment donné, il y avait des tirages aléatoires pour décider qui avait le droit d'exploiter les bandes de fréquences. Et puis, finalement, l'idée, c'est de dire, on va les vendre aux enchères. Mais on comprend tout de suite que c'est un mécanisme compliqué. Il y a beaucoup d'espace. On ne va pas les vendre tout en un bloc. Il peut y avoir plusieurs participants. On veut aussi, sur chacun des territoires, qu'il y ait de la concurrence. Donc, on a un paquet d'objectifs. Et là, qu'est-ce que le FCC va faire? Il va d'abord annoncer cette volonté de créer des enchères et il va faire les appels à proposition. Puis il va demander aux entreprises de proposer des mécanismes d'enchères. Et essentiellement, le FCC va embaucher Robert Wilson. Et puis, les différentes compagnies vont embaucher d'autres participants.
Paul McGrim va se faire embaucher aussi. Et puis, une troisième personne, qui est Preston McAfee, qui va aussi être embauché par une entreprise. Et puis finalement, ces trois personnes-là vont arriver avec une formule particulière là, pour la mise aux enchères de ces bandes de fréquences. Alors, si vous m'avez écouté jusqu'ici, ben, vous avez peut-être en tête là, ce à quoi ce mécanisme d'enchère va ressembler. Et puis, juste préciser qu'il y a eu des améliorations depuis 1994, mais grosso modo, le modèle qui est utilisé, qui est beaucoup appuyé sur la théorie économique que je vous ai présentée, va être utilisé ensuite au Canada, en Europe, en Allemagne puis au UK, par exemple. Les enchères vont être faites au début des années 2000 et ils vont lever beaucoup d'argent. Et c'est ce qu'on va découvrir à l'instant. Donc, si vous m'aviez écouté jusqu'ici, ben, puis là, vous voyez, là, il y a des travaux, là, vous pouvez lire des trucs. Bon, je pense que Paul McGrim a écrit là-dessus. Il va expliquer, en fait, comment on a appliqué la théorie pour pouvoir arriver avec le design de cette enchère. Et là, on voit donc, vous voyez ici un site où on invite les gens à soumissionner. Alors, on va arriver avec une formule qui va ressembler à ceci. Ça s'appelle l'enchère à rondes multiples simultanées, qui va être utilisée. Donc, essentiellement, c'est une enchère cadencée, plusieurs rondes. Alors, au départ, les rondes pouvaient durer jusqu'à une journée, des fois une demi-journée, selon le cas. Et puis, ça pourrait éventuellement s'accélérer. Mais sachez que la première enchère a duré près de 2 mois. Et puis, au début, les gens ne savaient pas trop quels allaient être les montants qui allaient sortir de là. Alors, des équipes entières, des entreprises soumissionnaires, donc ça, c'est les grandes télécoms américains, comme vous devinez, sont réservés une chambre d'hôtel ou un site, se sont enfermés à plusieurs tours et puis ont passé presque les 2 mois à réfléchir à chacune des rondes, quelles allaient être leurs mises. Alors, au fur et à mesure, évidemment, les prix montaient. Et puis, l'idée, c'est que on allait révéler l'information à la fin de chacune des rondes, au moment de la clôture de chacune des rondes. Les gens allaient prendre acte des informations communiquées par l'ensemble des mises. Et puis, l'enchère a continué jusqu'à ce que personne n'a choisi de surmiser par-dessus les autres. Et puis, l'enchère, donc, s'est terminée. Il n'y avait pas de nombre de rondes fixes prédéterminées. Un des enjeux, puis là, rappelez-vous l'exemple de eBay où des gens attendent à la toute fin pour soumettre leur mise, pour s'assurer évidemment que les choses bougent, pour s'assurer aussi que personne ne se cache pour attendre la toute fin. Ils sont arrivés avec ce principe de règle d'activité. Alors, avant l'enchère, chaque enchérisseur devait soumettre un paiement initial qui déterminerait éventuellement leur éligibilité à l'enchère. Puis au cours de chaque ronde de l'enchère, chaque enchérisseur était tenu donc de surenchérir sur une certaine portion de son éligibilité maximale. Sinon, il perdait pour les tours suivants l'éligibilité future, donc le droit de continuer à surenchérir. Éventuellement, on pouvait toujours avoir une dispense là, pour sauter une ronde là, parce qu'ils voulaient aller voir leur banquier ou des choses comme ça. Mais essentiellement, une règle assez précise pour assurer l'activité, pour s'assurer que les prix augmentent. Et puis finalement, peut-être pas dans la première enchère, mais dans les enchères subséquentes, les autorités ont permis de faire du package bidding,
donc des offres combinatoires. Et puis l'objectif ici, c'était de permettre à des entreprises qui avaient des synergies importantes. Donc, si vous me garantissez que j'ai ces deux lots-là ensemble, je suis prêt à payer plus que si je n'ai pas la garantie d'avoir, enfin, de ce que je serais prêt à payer pour chacune d'elles séparément. Donc, de faire du package bidding. Et le package bidding permet une meilleure allocation des ressources si effectivement cette synergie existe. L'objectif ici, c'est d'amener les gens à révéler vraiment leur volonté à payer dans un mécanisme où les prix augmentent. Beaucoup d'informations sont communiquées à l'ensemble des participants et ça réduit le winner's curse ou la malédiction du gagnant que je vous ai présenté plus tard. Puis ça permet de générer le maximum d'informations pour créer le maximum de compétition. Un des éléments qui est possible aussi de faire, c'est de créer des enchères discriminantes, c'est-à-dire que certains soumissionnaires pouvaient miser un certain montant, sachant qu'il y aurait à payer 10% en dessous du prix qu'ils avaient effectivement misé, pour encourager la compétition, pour encourager certaines entreprises plus petites ou détenues par certaines minorités de pouvoir éventuellement participer au mécanisme d'enchère. Et puis, si vous voulez, on pourra discuter un petit peu là, de l'enchère discriminante. Si vous savez qu'il y a deux groupes de participants, certains qui ont beaucoup plus de chances de gagner l'enchère, puis certains non, bien, il est peut-être avantageux de donner un avantage. Enfin, ça va être intéressant de donner un avantage à ceux qui ont moins de chances de gagner, un petit peu comme au golf, on donne des handicaps à certaines personnes pour accroître la compétition. Bon, donc il y a d'autres problèmes qui peuvent être explorés dans le design des enchères, à la fois donc le problème de participation, comment on fait pour garantir le maximum de participation, les enjeux de collusion, puis éventuellement des enjeux politiques lorsqu'il s'agit de milliards, ou alors, un peu comme je vous ai présenté à un moment donné, c'est le débat entre les soumissionnaires qui préfèrent garder des vieux systèmes versus changer avec d'autres formes d'enchères. Dans le cas du FCC, je pense que les entreprises de télécom voyaient un avantage d'avoir un mécanisme qui génère de l'information, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes quant à la valeur de ces bandes de fréquences cellulaires. Alors, je pense avoir couvert l'essentiel de la présentation. Il reste donc une quinzaine de minutes pour des questions. Donc, une des questions ici, c'est comment cette pratique peut obtenir une plus grande compétitivité dans le milieu. De quelle pratique on parle, là, parce que je ne me souviens plus exactement. Est-ce que c'est des enchères discriminantes? Je pense que c'était dans le contexte du RMS, enchères combinatoires. Mais si M. Côté veut apporter des précisions, vous êtes le bienvenu. Et là, maintenant, vous pouvez peut-être ouvrir votre caméra et votre micro. C'est peut-être plus convivial de le faire. Je ne sais pas si c'est une fonctionnalité qui est possible. Est-ce que, je pense que c'était quand vous parliez du package bidding sur les choses-là. Concernant les enchères de fréquence. Les enchères de fréquence. Bien, si on avait fait un sealed bid auction, donc une enchère en flotte fermée, si on applique la logique que je vous ai présentée, un des enjeux aurait été que les gens craignant la malédiction du gagnant auraient fait des mises bien inférieures à ce qu'ils auraient été prêts à faire, compte tenu de toute l'information qui a été générée au fur et à mesure au cours du mécanisme. Donc, autrement dit, vers la fin, ils sont intéressés à aller beaucoup plus loin à cause des informations qui ont été communiquées. Mon collègue Marcel Boyer me demande comment vois-tu l'avenir des enchères, l'avenir ascendant ou descendant, enchères ouvertes et enchères fermées. J'imagine que c'est un petit peu là le débat. Je pense que dans certains marchés,
le législateur ou celui qui organise l'enchère va avoir assez d'ascendant pour pouvoir proposer des enchères ouvertes, notamment quand c'est des enchères multiproduits qui sont très, très complexes. Par exemple, les droits d'atterrissage dans certains aéroports ont été organisés par des mécanismes d'enchères ouvertes. De manière générale, je crois que ce ne sont pas les marchés efficaces qui vont prévaloir dans l'avenir. Puis là, je suis peut-être un petit peu pessimiste. Mais de manière générale, les acteurs économiques, les participants, les soumissionnaires, préfèrent être efficaces dans des marchés qui ne le sont pas. Et donc, ils vont préférer des mécanismes qui sont relativement moins efficaces, par exemple, les soumissions en enveloppe scellée, par exemple, qui sont la norme, qui vont le rester encore malheureusement longtemps, parce que c'était l'avantage des joueurs qui sont informés, les spécialistes qui sont sur le marché. Ça crée des barrières à l'entrée, donc c'est tout à fait en leur faveur. Je ne suis pas sûr que les gouvernements ont la capacité de changer ces règles-là. A-t-on mesuré l'efficacité des enchères du FCC? C'est une bonne question. Je pense que si on devait le faire, il aurait fallu y aller ex post, c'est-à-dire de voir quels sont les lots qui ont été ensuite revendus sur un marché secondaire après la mise aux enchères. Assurément, la manière dont c'était fait avant, c'est-à-dire presque au tirage au sort, on a bien compris que c'était très peu efficace. Et il y a eu énormément de reventes des droits. Je ne pense pas que c'était évidemment autant important par la suite, mais il y a peut-être quelqu'un qui l'a fait, mais je ne connais pas cette littérature. Merci, M. Paulin. D'autres questions? J'en ai peut-être une pour vous, M. Robert. Juste plus précisément dans le contexte canadien puis québécois, il y a quand même certaines industries où c'est de notoriété publique qu'il y a peu de gros joueurs, comme par exemple dans les télécommunications, où je pense aussi certains contrats de travaux publics, par exemple certaines choses qui ont été révélées dans le cadre de la commission Charbonneau. Est-ce que les mécanismes plus sophistiqués qui ont été développés ces dernières années, c'est quoi les hypothèses en termes de, mettons, un nombre de participants requis pour que ce soit véritablement efficace? Ou est-ce qu'il y a des mécanismes qui ont été designés, qui ont certaines lacunes d'un côté, mais qui sont particulièrement bonnes, par exemple, pour limiter la collusion, des choses comme ça? La participation au mécanisme d'enchère et la collusion, c'est comme deux sujets. Plus c'est gros, plus c'est facile d'attirer de la participation. Et puis, plus on met tous les trucs ensemble, plus évidemment ça va attirer les gens. Donc, les bandes de fréquences au Canada ont été vendues avec des enchères de cette nature-là, y compris des mises combinatoires. Pour limiter la collusion, ce qu'il faut éviter, c'est d'avoir des enchères séquentielles. Donc, un paquet de petits événements, un derrière l'autre, OK? Ou si on rate une enchère, on peut se rattraper avec une autre. Et puis, si c'est un jeu répété, c'est plus facile de se coordonner pour faire de la collusion. Maintenant, si on fait une enchère, puis ça y est, c'est la seule pour la prochaine année, c'est assez difficile de dire, je vais me cacher, puis je vais laisser l'autre jouer, puis ensuite je vais me reprendre ailleurs. Là, ça devient un petit peu plus difficile. Alors, et puis, l'autre manière aussi d'accroître la participation, c'est ce que j'ai mentionné, c'est faire des enchères discriminantes. C'est-à-dire de se dire, on a des joueurs seniors pour les joueurs juniors, on va donner de l'espace aux joueurs juniors participer sur le marché, certains avantages économiques pour encourager la concurrence. Et ça a été démontré que si on a des petits joueurs et des gros joueurs, créer cette discrimination positive, ça accroît la concurrence et puis ça peut être bénéfique pour celui qui organise l'enchère. Donc, il y a des trucs qui peuvent être faits.
Pour les appels d'offres, de manière générale, les gens préfèrent faire des trucs simples. J'ai besoin de quelque chose, je m'envoie un appel d'offres, puis boum, boum, boum. Mais éventuellement, ben, ça pourrait être intéressant de think out of the box pour des trucs qui sont vraiment majeurs et importants. Alors, on parle donc évidemment des enchères pour le spec, c'est les bandes pensantes. Ça c'est des choses qui ont été faites. Alors, Marcel me demande donc de favoriser de nouveaux entrants. Oui, c'est quelque chose qui a été fait aux États-Unis. Je pense que c'est quelque chose qui a été fait aussi au Canada. Donc, laisser de la place pour les plus petits joueurs là, pour créer de la concurrence. Il y a Raphaël. Comment est pris en compte le fait que les agents n'ont peut-être pas la même profondeur? Oui, donc c'est sûr, ça dépend du type, du type de joueur. En fait, Raphaël, j'ai publié un papier sur le Optimal Auction with Limited Budget. Et puis, essentiellement, ben, l'idée, c'est d'avoir que les gens payent un certain montant initial, même s'ils perdent. Et donc, le mécanisme fait que si on gagne, on n'est pas obligé de payer un montant astronomique parce qu'on a déjà participé. Donc, un genre de frais de participation permet de réduire le montant maximal que les gens auraient payé dans le cadre de l'enchère. Existe-t-il des nouvelles questions à étudier en théorie des enchères? Il y a plus de... Je dois avouer, donc c'est Sabine qui me pose la question. Ben, beaucoup de choses ont été faites en théorie des enchères. Il y a des trucs qui sont assez compliqués à faire, et puis il y a notamment les enchères asymétriques, des mécanismes beaucoup plus complexes, plusieurs produits en même temps, et des choses comme ça. De manière générale, sauf erreur en théorie, en sciences économiques, les contributions de la théorie économique ont été faites beaucoup là, dans les années 70, dans les années 80, début des années 90. Puis là, on est beaucoup plus à aller vers les données. Donc, l'idée, c'est de prendre les données, puis d'aller vers les données, puis tester les modèles, tester la théorie avec les données. Puis là, il y a des choses intéressantes qui ont été faites dans les années 2000, notamment là-dessus, en utilisant les données d'enchères. Dans une enchère combinatoire à ronde multiple, est-ce que le bluff peut être une stratégie envisageable? Défaut de gagner, au moins forcer je ne vois pas tout à fait l'avantage de forcer l'adversaire à payer plus que ce que ça vaut vraiment. Je pense que le risque le risque de payer trop est important. Maintenant, il y a des papiers sur de ce qu'on appelle, je vais utiliser le terme anglais, le jump bidding. Donc, si par exemple, d'une ronde à l'autre, l'incrément, c'est disons 5%, un participant pourrait vouloir non pas augmenter la mise de 5%, mais de 10, 15, 20%. Donc, le jump bidding. Et il y a des papiers, par exemple, de Dan Vincent qui regardent dans quelle mesure ça ne peut pas être une manière de communiquer de l'information qui dissuade éventuellement les autres participants à suivre. Et le jump bidding peut être une stratégie. Et c'est pour ça que souvent, contraindre les participants à des incréments fixes peut être préférable que de les laisser libre cours à n'importe quelle autre forme de faire les empêcher de faire du jump bidding. Alors, je ne sais pas si c'est exactement, ça correspond un petit peu à ce que tu avais en tête, mais c'est quelque chose qui a été analysé.
Est-ce que Simon est la dernière personne à avoir fait... Merci. Donc, oui, peut-être juste en dire une conclusion, là, j'ai regardé un petit peu là, les différents trucs qui ont été écrits, puis Paul Klemperer, qui a fait le design de l'enchère pour les bandes de fréquences au UK, au début des années 20, ils ont écrit un livre. Et un des chapitres, c'est le titre « Every economist should study auction theory ». Alors voilà, donc je ne sais pas si cette heure-là comble un petit peu cet intérêt, mais c'est un cas vraiment probant de comment la théorie microéconomique, la théorie des jeux peut être appliquée sur des institutions concrètes et comment éventuellement ça a amené des contributions réelles sur des institutions que nous utilisons toujours aujourd'hui. Donc, en fait, je pense que cet exemple-là est un exemple intéressant de qu'est-ce que des théoriciens en microéconomie peuvent réussir à faire. Et puis, je suis très heureux donc, pour Paul Melbourne et puis Bob Wilson pour le prix qui nous honore. Voilà. Parfait, mais je pense qu'il y a plus de questions. Je vous remercie grandement, M. Robert, au nom de l'Association des économistes québécois et de tous les participants. Je pense que tout le monde a bien apprécié aussi avoir les réactions qu'on a. Merci beaucoup pour votre temps, aussi aux participants. Je vais vous souhaiter de joyeuses fêtes à tous et toutes. Profitez-en bien pour recharger les batteries. Restez à l'affût début 2021. Il devrait y avoir de l'information qui va être publiée concernant notre congrès annuel qui est reporté au mois de mai prochain. Donc, on a repensé la formule au complet et on a bien hâte de partager tout ça avec vous. Merci beaucoup d'avoir été assez patient pour m'écouter. Et puis, effectivement, je dirais la même chose. Soyez prudents pendant les fêtes. Ne faites pas les fous. Soignez-vous bien. Et puis, en espérant que 2021 va être une meilleure année que 2020. On se le souhaite. Merci. Merci beaucoup tout le monde. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir.